Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'École du futur. Au programme aujourd'hui, c'est une chaîne de blocs qui fait beaucoup parler d'elle. Qu'est-ce qu'est la blockchain exactement? Définition à suivre, ce sera notre gros mot tech de la semaine. Il a une idée derrière la tech et ça c'est pas un gros mot, c'est Gaël Musquet dans la famille des logiciels libres. Gaël, après ImageMagick qui est le véritable couteau suisse des images, on va s'intéresser à son petit cousin, ou presque, pour les vidéos. Complètement. FFmpeg, c'est la bibliothèque de logiciels qui traite les vidéos et le son dans le droit français. On va découvrir à quel point ce logiciel, depuis 22 ans, a révolutionné le traitement du son et de la vidéo. Et on le voit avec toi en deuxième partie de cette émission. C'est également révolutionnaire. Notre question du jour, on va plonger dans les nouveaux territoires, les nouveaux mondes de l'information et de l'éducation avec nos invités aujourd'hui, des territoires numériques, mais pas que. Elsa Feiner, vous êtes rédactrice en chef de la revue 21. Vous nous parlerez de ces reportages qui se dévorent littéralement comme des romans avec le lancement de la collection 21 bis. Bonjour à vous. Bonjour Marjorie Paillon. Et puis en duplex avec nous, Jacques Moulin, le directeur général du DigiWorld Institute. Favoriser l'émergence d'un métavers français pédagogique et éducatif, c'est la mission que vous êtes lancée avec l'association France Immersive Learning. On va en parler avec vous, Jacques. Mais d'abord, focus. Stocker et transmettre des informations en mode décentralisé, une technologie plus transparente et plus sécurisée, ce sont les promesses de la blockchain, une chaîne de blocs qui n'est pas uniquement réservée aux cryptos et qui porte en elle une véritable révolution. Explication d'un très gros mot de la tech avec Xavier Terrade. Le Bitcoin, Ethereum et d'autres crypto-monnaies reposent sur un principe, celui de la blockchain, un système inviolable, transparent et anonyme qui permet d'éviter de passer par le traditionnel banquier. Chaque maillon de la chaîne signe lui-même le registre numérique sans qu'une tierce personne n'intervienne. Une clé chiffrée vient ensuite le verrouiller. Cette page de transaction qui forme un bloc est classée dans un dossier qui est donc la blockchain. Un dossier désormais accessible à tous les membres de la blockchain qui ont validé l'ensemble des transactions. Concrètement, ce sont des ordinateurs et des serveurs qui sont ainsi liés, comme l'explique Cookie Connecté sur sa chaîne YouTube, où il a plus de 136 000 abonnés. En fait, la blockchain est à la transaction ce que Internet a été pour l'information. Chaque échange effectué entre ses utilisateurs est enregistré sous forme de blocs qui, bout à bout, forment donc une chaîne, d'où la notion de blockchain ou chaîne de blocs en français. Chaque bloc de la blockchain contient un ensemble de transactions, évidemment. Ensuite, un bloc est caractérisé par un hash. Le hash, c'est une suite de caractères uniques servant à identifier le bloc. En gros, c'est l'empreinte du bloc. Ce hachage permet de garantir une grande sécurité sans avoir besoin de quitter sa communauté. C'est aussi pour cela que le nom des personnes n'est pas dévoilé. La blockchain est aussi une véritable révolution pour la signature de contrats ou d'autres documents. Le Massachusetts Institute of Technology a notamment commencé à certifier le diplôme de ses étudiants avec la blockchain. Et tout de suite, un autre très gros mot de la tech. Tiens, développer un métavers français pédagogique et éducatif. On va aller au-delà des buzzwords. C'est le talk, première partie. Et dans notre talk aujourd'hui, Elsa Feiner, rédactrice en chef de la revue 21. On va revenir avec vous sur la nouvelle collection que vous lancez justement en ce mois de mars. Ça s'appelle 21 bis. Bis parce que c'est une collection où on va notamment découvrir des enquêtes qui se lisent comme des romans. Tout à fait. 21, la revue trimestrielle, fait des petits, qui sont plus petits en taille, plus petits en prix, plus petits en poids, qui sont des reportages inédits, effectivement, et qui se lisent le soir avant de se coucher, dans un train, où vous voulez, mais qui se dévorent comme des romans, oui. Alors on va voir si on peut aussi dévorer, tiens, comme des romans, les mondes auxquels le DigiWorld Institute et France Immersive Learning nous promettent. Jacques Moulin, vous êtes en duplex avec nous, vous êtes le directeur général du DigiWorld Institute et c'est vous justement qui lancez cette initiative sur ce métavers français, pédagogique, éducatif. Métavers, on peut déjà dépasser ce qu'a été un véritable buzzword en 2022. On se souvient notamment ici, Gaël, en est témoin, on a fait un grand nombre d'émissions dans l'École du futur sur cette question des métavers, des mondes immersifs, notamment appliqués à l'éducation. Est-ce qu'on peut réussir enfin à dépasser ce très gros mot de la tech et en faire une réalité en 2023 ?
C'est effectivement notre enjeu. Et vous avez raison, c'est vrai que le terme de métavers a peut-être été un peu cannibalisé par Meta, et hélas, 3 fois hélas, parce que finalement la réalité immersive existe déjà dans différents domaines, le monde de l'industrie, le monde de la santé, et on pense qu'il y a une véritable belle opportunité d'apprendre autrement avec justement une pédagogie, une ingénierie immersive qui vont permettre d'aller plus loin et de favoriser aussi l'inclusion territoriale notamment. Donc la réalité immersive, le métavers éducatif a des vertus réelles, et nous pensons que la France a intérêt et a même beaucoup d'atouts pour pouvoir justement structurer une approche empreinte des valeurs aussi, qui sont des valeurs européennes, et qui vont nous permettre d'aller plus vite, d'aller plus loin dans les apprentissages. Alors, il y a énormément de propositions qui existent déjà sur le marché, avec des âges d'utilisateurs et d'utilisatrices très différents. Je pense notamment à Powers, dont on a beaucoup parlé, là encore une fois, dans cette émission pour les 6-12 ans en univers immersif, où ces enfants vont être amenés à résoudre aussi des énigmes avec un héros et son petit dragon, pour pouvoir, là aussi, approfondir leurs apprentissages dans les matières traditionnelles, le français, l'anglais, les maths, mais aussi du yoga, de la méditation ou encore du sport, avec Edouard Mendy, le grand gardien justement de foot. Quark Academy, un campus pour le coup qui promet de pouvoir là aussi transfigurer, si j'ose dire, l'enseignement supérieur dans un métavers. Pourquoi lancer une autre proposition, Jacques ? En fait, il y a effectivement, comme vous l'avez dit, déjà un foisonnement de propositions, d'initiatives et de projets. Le président de la République, d'ailleurs, lui-même a appelé à un métaverse européen. Alors, on peut tous se réjouir effectivement de cette incantation. En revanche, on peut noter qu'il n'y a peut-être pas une feuille de route particulièrement construite, que ce soit d'ailleurs dans le monde de l'industrie ou que ce soit dans le monde de l'éducation. Or, on le sait, il y a une opportunité réelle d'apprendre autrement et d'accélérer certains apprentissages grâce au métaverse. Alors, il ne s'agit pas, qu'on soit clair, de complètement substituer l'enseignement traditionnel par une pédagogie qui serait uniquement immersive. Il s'agit en revanche de jouer sur des complémentarités et de regarder notamment avec les différents processus cognitifs, la façon dont on peut permettre à des élèves, à des étudiants, mais aussi à des salariés, parce qu'il ne faut pas oublier que la formation continue, et on le voit avec l'âge de la retraite qui va en s'éloignant. Eh bien, il y a un vrai intérêt à penser nouvelle pédagogie à partir d'une ingénierie qui embarque la réalité immersive. Parce que la réalité immersive, elle permet d'aller plus vite, elle permet notamment, lorsqu'il s'agit d'avoir une vue un peu globale de certains sujets, eh bien, de faire des apprentissages, et ça c'est prouvé, on travaille avec des neuropsychologues, on travaille avec des scientifiques sur ce sujet, pour regarder la façon dont se structurent les apprentissages de la connaissance. Alors, c'est un chantier, on va dire, qui est énorme, qui doit s'appuyer là aussi sur des initiatives qui sont portées par des entrepreneurs, mais qui doit aussi mêler le monde de l'académie. Et c'est pour ça qu'au sein du DigiWorld Institute notamment, nous avons décidé de créer une fondation qui aura pour objectif, avec l'Institut Louis Bachelier, de travailler sur des éléments de recherche qui vont permettre de mesurer, d'apporter des données scientifiques, avec un peu de long terme aussi et de la prospective, sur ces différents sujets, et notamment sur les modalités d'apprentissage par rapport au métaverse, mais aussi sur ce que le métaverse peut supposer comme contrainte en termes de transition écologique, car il s'agit là aussi, lorsqu'on parle de nouvelles technologies, d'embarquer les aspects qui sont les aspects de transition écologique, d'énergie, puisque notre logique est de prôner un métaverse, vous l'avez dit, souverain, mais qui soit aussi un métaverse responsable et durable. Je vois que vous avez couvert littéralement tous les champs. Vous avez pensé à tout dans cette initiative, en effet, avec le DigiWorld Institute, mais pas que. Je note aussi que vous avez benchmarké le marché de l'EdTech, parce que je vous entends en effet parler de formation professionnelle. On le sait aujourd'hui, notamment en France, le marché des technologies d'éducation est beaucoup plus profitable sur le segment de la formation professionnelle que sur le scolaire et le K12 notamment. Gaël Musquet avait envie de vous poser une question, Jacques.
Jacques. Oui, justement, sur les évaluations pour éviter les dérives qu'on a vues régulièrement, malheureusement, post-Covid, et puis même avant, on avait déjà, sur toutes ces méthodes pédagogiques, avec les MOOC notamment, on a vu fleurir énormement d'offres. Justement, sur la publication et la mesure, justement, sur pas les indicateurs qui permettent de mesurer la performance, est-ce que c'est pas ce qu'il faudrait justement proposer au gouvernement ou à différents élus régionaux ou départementaux dans le suivi en fait de l'utilisation et de la performance en fait de ces différents outils pédagogiques? Est-ce que vous avez prévu justement de transposer ces indicateurs auprès de ces élus pour justement pouvoir, en tant que cohorte en fait d'industriels, les accompagner sur l'adoption de ces nouvelles technologies du métaverse au niveau local? Alors, votre question est essentielle, elle est cruciale et elle est vraiment au cœur des missions que nous nous sommes données au sein du DigiWorld Institute. Parce que, comme vous le savez, avec nos près de 100 membres, nous avons effectivement des grands industriels, des grands groupes, mais nous avons aussi des régions, la région Bretagne, la région Occitanie, la région Grand Est, la région Île-de-France. Nous travaillons avec les régions et le monde académique, justement pour faire en sorte qu'il y ait une forme de meilleure connaissance du monde du numérique, que d'une certaine façon, la citoyenneté numérique soit aussi le sujet des représentants du peuple, des représentants de la nation, qu'ils soient députés, qu'ils soient sénateurs, qu'ils soient députés européens. Nous sommes en train d'ailleurs de constituer un groupe, je voudrais dire, de parlementaires témoins qui vont nous accompagner dans le cadre de nos travaux, dans le cadre de nos commissions. On travaille par exemple sur l'industrie 5.0, l'utilisation de tout ce qui est disruptive tech dans le monde de l'industrie, et on parlera bien évidemment de formation, des métiers de demain, donc on parlera aussi du métaverse, et justement on compte embarquer nos élus dans ces mesures qui sont les mesures scientifiques concernant effectivement cet apprentissage des connaissances avec des technologies qui sont des technologies immersives. Parce que là encore, notre propos est véritablement d'apporter un propos scientifique. Nous ne voulons pas être dans une doxa, nous ne voulons pas être dans de l'idéologie. Nous pensons qu'il y a des domaines dans lesquels le métaverse peut être utile, est une nécessité. Il y a des domaines, en revanche, où il est nécessaire de maintenir du présentiel. Et cela suppose aussi d'avoir un corps enseignant, un corps académique qui soit sensibilisé et formé. Parce que toute pédagogie suppose aussi d'être formé aux outils qui soutiennent cette pédagogie. C'est vrai pour les élus, mais c'est vrai pour le corps enseignant. Et ce sera vrai aussi, d'ailleurs, pour l'ensemble de la société. C'est pour ça qu'au sein du DigiWorld Institute, nous militons pour qu'il y ait véritablement une logique de citoyenneté numérique. Et on l'entend justement, Jacques. Vous lisez dans mes pensées parce que j'allais justement vous retourner la question sur les enseignants et les enseignantes. Construire un métavers, un univers immersif, éducatif et pédagogique, c'est une chose. Mais comment imaginer le rôle justement de transmission, de passeurs de savoir que sont les enseignants et les enseignantes au sein de ces nouveaux univers? C'est tout l'enjeu notamment des prochains mois qu'on va vivre. Absolument, et l'enjeu est véritablement autour de la formation. Je crois que c'est le thème central, et une formation qui doit embarquer aussi les inquiétudes que peuvent avoir certains enseignants. On l'a vu notamment au moment de la pandémie, on a demandé sans préparation au corps professoral, aux enseignants de faire des cours avec des Teams, des Zooms et autres dispositifs de ce type-là. Certains se sont auto-formés, d'autres ont fait ni plus ni moins que leur cours ex cathedra, mais devant une caméra, ce qui n'était absolument pas la logique. Et là, on le voit bien, notre propos, il est justement de faire en sorte qu'il puisse y avoir au sein du gouvernement une feuille de route transversale qui embarque aussi le ministère de l'Éducation nationale et qui embarque aussi tous les aspects recherche sur ces niveaux dispositifs pédagogiques. Parce que, on le voit, il y a des études qui sont très diverses. Certaines études sont véritablement un peu alarmistes quant à l'utilisation des nouvelles technologies, des réseaux sociaux. Il y a une assimilation qui peut être faite entre des dérives concernant les réseaux sociaux et le métaverse. On le voit, dans d'autres cas, il y a une université, notamment en Caroline du Sud, qui a travaillé sur cette logique et qui a montré en quoi le métaverse pouvait développer l'empathie, permettre notamment une meilleure
représentation de données quasiment mathématiques, d'avoir une autre approche. Eh bien, c'est ce que nous souhaitons nous mettre en œuvre, c'est avancer en mesurant, mais surtout en pensant les modalités d'application. On ne peut pas promouvoir un métaverse européen sans mettre en place des dispositifs qui permettent de développer de façon souveraine, et la France a des atouts, mais il ne faut pas que les entreprises françaises qui portent des projets en matière de métaverse, qu'ils soient éducatifs ou qu'ils soient industriels par ailleurs, eh bien, soient rachetés par des géants de l'Internet qui, on le sait, sont plutôt du côté des États-Unis ou peut-être même parfois chinois. Et il y a un enjeu pour l'Europe qui a quand même une dimension d'enseignement et de culture importante, eh bien, à se positionner sur ce sujet pour ne pas être en retard. Il ne faut pas que, comme on l'a peut-être un peu perdu sur l'IA, comme on l'a peut-être un peu aussi perdu pour partie sur le cloud, eh bien, faire en sorte que nous soyons à la traîne. Mais il nous faut garder l'avance que nous avons. Nous sommes quand même une terre d'innovation. Et ça, je pense qu'il nous appartient de faire en sorte maintenant que ça se mette en route. Bon, un métavers souverain, sinon rien. On vous entend, Jacques, en effet, dans ce discours finalement assez militant aussi, des potentiels du métavers à ne pas laisser passer. J'avais envie de faire réagir Elsa Feiner, rédactrice en chef de la revue 21, qui voit aussi cette façon différente, nouvelle, ces approches aussi face à l'éducation, face à l'information aussi, se dérouler littéralement devant nous au fur et à mesure. On fait du test and learn finalement beaucoup aujourd'hui de ces technologies et de ces nouvelles pratiques de transmission, qu'elles soient encore une fois de l'information avec le journalisme ou des savoirs avec l'éducation. Métavers éducatif, vous achetez ou pas du tout? Je réagissais sur le terme d'immersion, parce que finalement, nous, ce qu'on fait, c'est de l'immersion dans des terrains. Donc, c'est pas du métavers, c'est de l'immersion dans une réalité qui peut avoir lieu en bas de chez nous, ou en Colombie, à l'autre bout du monde, République démocratique du Congo. Donc, moi, ce que je retiens, c'est ce parallèle avec cette notion d'immersion. Et la revue 21, comme les petits livres, en tout cas, ils ne sont pas encore sortis, on va voir si ça fonctionne. La revue 21 est utilisée par des enseignants. Voilà, au lycée et à l'université, pour cette dimension justement immersive, c'est-à-dire on a reçu des mails, des messages, des courriers de professeurs qui disent, voilà, on part il y avait un professeur de français, prenez l'exemple d'un article sur des camionneurs, des routiers qui résistent à la mafia en Sicile. Vous voyez, à chaque étape du transport, du trajet, il y a des rançons en fait, des dîmes à payer, et l'entreprise a décidé de sortir de ce système. Et il y a notamment une conductrice qui raconte cette histoire. Et le professeur de français dans sa classe a demandé aux élèves d'imaginer le quotidien, une journée type de cette, je ne sais pas si on dit camionneuse, chauffeuse routière. Et voilà. Et apparemment, ils trouvaient ça très intéressant, les étudiants, d'avoir comme de l'histoire, mais très contemporaine. Voilà, c'était de l'immersion dans cette histoire-là. Donc voilà, c'est la façon avec laquelle je peux réagir. Après, nous avons la question du numérique chez 21, puisque c'est une revue qui existe depuis 15 ans, qui, si vous vous souvenez, vous êtes tous jeunes tous les deux. On est beaucoup trop jeunes pour s'en souvenir. Il y a 15 ans, vous étiez couche-culotte. Néanmoins, elle a été fondée, cette revue, un petit peu en réaction aux Internet, à l'Internet. 15 ans après les smartphones, Netflix, vraiment un univers numérique qui a énormément évolué. Ce que disait votre invité le montre très bien. Depuis les confinements, on a sauté un pas un peu contraint et forcé, mais maintenant on découvre aussi l'intérêt du numérique. Donc nous, évidemment, on a créé une newsletter numérique, on lance des podcasts et on crée un site Internet en réfléchissant bien à cette complémentarité entre... Moi, je tiens quand même au papier, à l'univers immersif, propre à l'imagination. De 21, surtout le fait de se réconcilier là aussi avec l'enquête au long cours, avec le papier, avec le plaisir aussi de pouvoir y aller, y revenir, se donner aussi le temps de l'enquête, comme le journaliste ou la journaliste qui a justement porté cette investigation, c'est donner aussi le temps à la découverte de son info. Voilà, et la place à l'imagination. Il y a du dessin, mais qui est rarement de l'illustration pure. Vous voyez, on est dans une complémentarité, on est plutôt dans l'évocation. L'appel à l'imagination du lecteur, donc des étudiants, des élèves, et ça me paraît assez intéressant. Et donc, nous, on réfléchit vraiment à la manière d'utiliser le numérique de manière complémentaire et non pas duplicante, si le terme existe. Donc, ça me paraît nécessaire désormais d'être sur tous les supports. En fait. On ne peut plus pour aller toucher tous les publics potentiels aussi. Pour être en contact avec notre lectorat.
On est sur tous les réseaux sociaux. C'est fini la lettre manuscrite. C'est très joli. On adorait en recevoir plus, mais c'est un peu fini. On en profite, par exemple. Là, je vous donne un exemple. 21 fête ses 15 ans, donc. Donc, nous avons fait un appel aux lecteurs et aux contributeurs depuis le premier numéro en disant racontez-nous un souvenir que vous avez en relation. Mettons, ça vous a fait faire un voyage, lors d'un reportage sur le terrain, il vous est arrivé quelque chose. Et les courriels ont afflué. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant de tous ces courriers qu'on va être même trop nombreux à publier dans la revue qui n'est que 4 fois par an en librairie, Fnac, Cultura, Relais. Eh bien, nous avons décidé de les publier sur Instagram, photos, témoignages. Voilà, on va essayer maintenant d'utiliser l'écosystème au mieux, mais c'est effectivement de l'ordre de la réflexion. C'est très intéressant. Vas-y Gaël, excuse-moi. Je trouve que c'est un super moyen aussi de ramener les gens à l'analogique. Enfin, dans l'école du futur, on pourrait penser qu'il n'y aurait plus de livres dans le futur. Non, ce serait bien qu'on les maintienne. Moi, je suis un grand fan du papier. Parce qu'il y a des choses, je pense, que le numérique n'apportera jamais. Et je pense que ces ouvrages le montrent bien. C'est l'odeur, la chaleur aussi du papier qu'on ne retrouve pas sur une liseuse, qu'on ne retrouve pas sur un téléphone, qu'on ne retrouve pas sur un écran. Et c'est important que le numérique puisse servir aussi à ça, de ramener un peu aux origines de la typographie, de l'imprimerie, qu'on retrouve un peu cette chaleur dans la lecture. Et c'est un hacker qui vous parle, évidemment. Il vaut mieux toujours l'analogique par rapport au numérique. C'est pas un câble, c'est drôle. Jacques, je voulais vous faire réagir et on terminera cette partie d'émission là-dessus, sur justement la stimulation des imaginaires, parce que c'est extrêmement important ce que nous disent Elsa et Gaël. Dans ce métavers, donc français, souverain, éducatif, pédago, que vous appelez de vos voeux avec France Immersive Learning, il y a aussi cette idée de se dire qu'on va pouvoir quand même stimuler les imaginaires, parce que l'accès au savoir, l'accès à la création, évidemment c'est un pouvoir, mais c'est aussi le pouvoir de pouvoir imaginer le monde de demain. Absolument, et je crois que c'est très important ce qui vient d'être dit. Il ne s'agit pas d'opposer tout ce qui relève des technologies immersives et de la réalité immersive avec la lecture, avec le monde justement qui est le monde littéraire, entre guillemets. Ce sont deux approches qui sont complémentaires et qui s'enrichissent l'une et l'autre. C'est un peu comme le cinéma, hein, si vous voulez, et la littérature. Il y a de facto une sorte de cercle vertueux qui permet d'aller du livre au cinéma et du cinéma au livre. Eh bien, nous avons les mêmes credos en ce qui concerne le métaverse. Et stimuler l'imaginaire, c'est essentiel. Et d'ailleurs, je pense que la France aurait un excellent terrain de jeu, si je peux employer ce terme, avec les Jeux Olympiques pour justement utiliser cette plateforme des Jeux Olympiques pour montrer l'innovation française et l'innovation française en matière de métaverse. Non seulement pour faire les jeux avec, pourquoi pas, des avatars ou pourquoi pas en représentant des matchs à travers des casques, des réalités virtuelles et en ayant finalement des possibilités de retransmission des matchs en métaverse, mais aussi pour valoriser nos musées, pour valoriser aussi un certain savoir-faire français pour toutes les personnes qui vont venir assister aux Jeux Olympiques. Malheureusement, et c'est peut-être un regret là, que je porte en tant que citoyen français, en tant que promoteur des technologies immersives et aussi de la réalité virtuelle. Et c'est un combat, vous me passerez l'expression, mais que nous avons avec France Immersive Learning, qui est de dire, utilisons aussi les opportunités qui nous sont données, pour faire en sorte effectivement que l'on puisse montrer au monde entier les possibilités qu'offrent ces technologies portées par des entreprises françaises et européennes et qui nous permettent, par exemple, en étant en Île-de-France dans une file d'attente, d'aller visiter le musée de Chambord, le château de Chambord, le musée de Versailles, ou tout simplement écouter aussi un concert de musique classique, par exemple, grâce à un casque de réalité virtuelle. Et on n'oppose pas, là encore, on n'oppose pas la réalité et la réalité virtuelle. On fait en sorte effectivement qu'il y ait une complémentarité et qui s'adresse à la fois au champ du loisir, mais aussi au domaine bien évidemment de l'art et aussi du savoir et de l'enseignement. Immersion tech et immersion dans la vraie vie, on l'aura bien compris. Et il faut des deux pour faire un monde et surtout le monde de demain. Merci infiniment à Jacques Moulin d'avoir été en duplex avec nous pour le DigiWorld Institute. On vous retrouve donc avec cette initiative que vous portez avec France Immersive Learning pour un métavers français, éducatif et pédagogique. Merci encore à vous. Elsa Feiner, Gaël Musquet, évidemment, vous restez à mes côtés. On fait d'abord un tour du côté de la planète tech.
Et c'est le Zap avec Édouard Degnaud. Japan is already living in the future. This robot runs a coffee shop all by itself. Et on est de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie d'Elsa Feiner, rédactrice en chef de la Revue 21. On va plonger dans un instant dans ces véritables petits bijoux, des enquêtes qui se dévorent comme des romans. Ça sort justement ce mois-ci dans toutes les bonnes librairies et les relais. On est toujours aussi en compagnie de Gaël Musquet, notre hacker éthique au grand cœur. Ça tombe très bien parce que Gaël a une idée derrière la tech. Et Gaël, tu veux le dire évidemment beaucoup mieux que moi, mais on va replonger dans le monde du livre avec un des logiciels stars du secteur après ImageMagick, le couteau suisse des images. On se sert désormais de son jumeau pour les vidéos, ça s'appelle FFmpeg. Tu le dis vachement mieux, je l'ai toujours dit. Et FFmpeg, c'est l'histoire d'un Frenchie discret mais hyper prolifique, Fabrice Bellard. Il faudrait faire une chronique uniquement sur lui, décorez-le. C'est un cas aujourd'hui, non? Okay. C'est un très grand monsieur du logiciel libre, un des grands artisans de logiciels qui sont aujourd'hui incontournables. FFmpeg, évidemment, en fait partie, mais il y a aussi QEMU, avec Amarisoft sur les antennes relais, qui m'a permis de faire de l'alerte cellulaire, qui a été testée au national il n'y a pas longtemps. C'est une personne qui a énormément contribué et a offert ce qui se fait de mieux pratiquement à l'humanité. Et en matière de vidéo, FFmpeg, vraiment, comme ImageMagick, comme tu le disais, c'est vraiment le logiciel incontournable. C'est un véritable couteau suisse. Il permet comme ImageMagick, qui supporte des centaines d'images et de formats d'images différents. FFmpeg, c'est pareil pour la vidéo. On a des centaines de formats de vidéos différents, des centaines de formats audio différents. Il faut imaginer ce couteau suisse-là comme un outil qui est capable d'assembler, de modifier, de ralentir, de rabooter comme ça des vidéos et de l'audio. Et en fait, depuis 22 ans, Fabrice a été à l'initiative le 20 décembre 2000 de cette suite de bibliothèques, d'outils et de logiciels. Et maintenant, on peut vraiment plus s'en passer. Tous les grands noms aujourd'hui du streaming l'utilisent. Donc big up à Fabrice Bellard, on l'aura compris. C'est un peu comme ImageMagick, finalement, à FFmpeg. On l'utilise sans le savoir, on est des monsieur et des madame Jourdain du sourcing vidéo grâce à lui. Tous les jours. Vous qui nous regardez sur l'École du Futur, vous êtes certainement, sans le savoir, promis à profiter de ce logiciel-là qui va adapter, je dirais un peu plus tard, mais la vidéo, le format à votre appareil sur lequel vous regardez en ce moment même cette émission.
Qu'est-ce qui le rend si spécial par rapport aux autres logiciels sur le marché, même dans le monde du libre, hein? Tout à fait. En gros, après cette émission, on va avoir des monteurs, on va avoir des personnes en post-production qui vont assembler les vidéos, vérifier que le niveau sonore est correctement, faire l'incrustation des synthés, etc. Ce qui est impressionnant avec FFmpeg, c'est une suite de logiciels très simples. Je mets des guillemets à très simple, parce que c'est quand même compliqué de les développer. C'est du très simple niveau Gaël Musquet, donc pour moi c'est déjà extrêmement... Alors très simple dans ce qu'ils font, c'est-à-dire c'est des logiciels qui sont vraiment... C'est un logiciel qui est vraiment dans la philosophie d'Unix, dont j'ai déjà un peu parlé ici, la philosophie KISS, Keep It Simple Stupid. Ils font des choses simples, mais ils le font très bien. Ils font une chose à la fois, mais ils le font hyper bien. Et ils le font en ligne de commande. Ce qui est impressionnant, c'est de pouvoir avoir une puissance de calcul, de modification de ces vidéos-là, uniquement en tapant des lignes de code qui peuvent sembler obscures à certains, mais c'est extrêmement important parce que ça permet à la fois de traiter énormément de formats d'images de manière simple, mais aussi de traiter massivement plein d'images, plein de photos, plein de vidéos, plein de bandes son automatiquement. C'est un logiciel qui en plus est gratuit. Il est libre et il est embarqué dans d'autres logiciels. Donc, comme il est très simple, on va pouvoir l'embarquer dans des logiciels qui ont, eux, des interfaces graphiques qu'on va pouvoir utiliser avec des claviers, des souris ou d'autres outils pour interagir avec la machine. Il supporte les accélérations matérielles. Imaginez que la vidéo, ça consomme énormément de ressources. Et donc, FFmpeg, de manière native, va utiliser toute la puissance matérielle du processeur graphique et même de processeurs programmables qu'on va pouvoir programmer exprès pour traiter les vidéos. Donc, dans les caméras qui me filment en ce moment, on a ce type de processeurs qui vont enregistrer évidemment la vidéo, transformer l'image en flux vidéo. Et pour ça, il faut énormément de rapidité pour qu'à la régie derrière, il ne puisse pas y avoir de latence entre le moment où je parle, je m'exprime, et le moment où évidemment cette vidéo est enregistrée sur les disques durs. Des grands géants, je le disais tout à l'heure, du streaming utilisent Netflix de manière native. Netflix, par exemple, a développé ses propres bibliothèques qui permettent d'adapter la vidéo au format de votre tablette, au format de votre téléphone, au format de votre télévision, au débit que vous allez avoir entre les serveurs de Netflix et votre abonnement Internet, votre connexion 4G ou 5G. Et quand on parle justement de la vertu du numérique, c'est là, on touche vraiment du doigt l'optimisation de ces logiciels qui permet évidemment de réduire la consommation en énergie, de faire durer aussi dans le temps nos appareils et d'éviter de les remplacer trop tôt, en fait, ces appareils. On se rend compte avec tous ces grands noms du numérique qui utilisent aujourd'hui FFmpeg, du parcours ces 22 dernières années et de cette initiative initiale de Fabrice par rapport à des éditeurs ou à des grands noms d'édition de vidéos classiques. Bon, concrètement, si jamais un jour on gagne un laurier de l'audiovisuel, il vaut mieux remercier FFmpeg et Fabrice Bellard que sa famille. Hein. On l'aura bien compris. Très rapidement, quand tu parles de ces grands noms du web et du streaming qui ont des risques de parasitage, ils peuvent s'en prémunir grâce à ce logiciel ou pas du tout? En gros, ce qui est intéressant avec FFmpeg, c'est sa licence et sa communauté. Donc on a licence LGPL et GPL, ce sont les licences utilisées plus souvent dans le noyau Linux, dont j'ai déjà parlé un peu ici, ce qui permet en fait de garantir que les logiciels qui vont embarquer FFmpeg disposent d'une licence qui est compatible avec la licence d'FFmpeg. Sinon, on ne peut pas redistribuer le logiciel. Et en fait, on voit les grands noms, je peux citer Netflix, mais on pourrait citer Google, on pourrait citer d'autres boîtes comme Amazon aujourd'hui, qui développent aujourd'hui leur propre codec, donc leurs logiciels qui vont coder et décoder les vidéos, comme le VP8, le VP9, le WebM, qui sont massivement utilisés aujourd'hui sur les plateformes. Et tout ça, ils le font grâce à FFmpeg. Donc, ce sont vraiment des entreprises aujourd'hui qui ont compris qu'il fallait même mieux investir dans ce logiciel plutôt que de réinventer la roue et permettre derrière, au final, d'avoir un peu soft power et de pouvoir imposer de facto les standards qu'ils ont développés comme des standards dans l'industrie et dans l'usage quotidien quand on a des vidéos sur le web. Et si vous êtes en train de plancher pour PIX, votre brevet de compétences numériques au collège, je vous suggère de visionner et de revisionner évidemment les chroniques de Gaël Musquet qui peuvent vous aider à acquérir de nouvelles compétences en matière justement de tech. Merci infiniment Gaël pour ces trucs et astuces, notamment sur le monde du logiciel libre. Tout de suite, on parle et on va plonger encore une fois en immersion dans des enquêtes qui se dévorent littéralement comme des romans. C'est la deuxième partie du talk.
Et cette immersion, on l'a fait avec vous, Elsa Feiner. Vous êtes la rédactrice en chef de la revue 21. Et quelle revue! Vous publiez justement ce mois de mars et avril les tout premiers romans de la collection 21 bis. 21 bis, c'est 21, oui, mais en mieux, peut-être un peu upgradé, ou c'est complètement différent parce que cette fois-ci, on a accès à une enquête par titre et par roman différent. Alors, c'est pas upgradé parce que ce serait dévaloriser la revue qui est déjà d'un sacré niveau. Ce sont des reportages inédits, donc ils n'ont pas été préalablement publiés dans la revue. Ils font à peu près 3 fois la longueur des reportages publiés dans la revue. On est parti d'un constat, en fait. Moi, quand je suis arrivée à ce poste il y a à peu près une année, je menais une enquête lecteur pour d'abord faire connaissance avec mon lectorat. Donc, j'ai eu 600 réponses. Voilà, après, j'ai appelé moi-même des lecteurs. Vous avez appelé les 600 lecteurs qui ont répondu ? Non, une quinzaine. Wow. Et quelquefois, ils étaient 2. À la fin de l'entretien, sortait le mari de la femme qui m'avait parlé, enfin voilà, qui avait 3 points très précis à m'énoncer. Donc, pour savoir ce qu'ils aimaient, ce qui n'était pas dans 21, on a fait ce qu'on appelle des focus group, vous savez, vous rassemblez des non-lecteurs, vous leur demandez... Voilà, donc forte de ces réponses, j'ai un peu consulté ce qui se faisait aussi à l'étranger, voilà, dans Paris, au niveau des médias et des maisons d'édition. 21 est très apprécié comme marque, si on peut dire. Ouais. C'est-à-dire, c'est identifié à du vrai journalisme, sans publicité, nous n'appartenons à aucun grand groupe. Ouais. Si on estime nécessaire de passer du temps sur un sujet qui est hors actualité, donc qui est plutôt sur des tendances de fond, les lecteurs nous ont répondu qu'ils nous suivaient. Voilà, ils ne pouvaient pas nous conseiller tel sujet ou tel autre à traiter, mais si nous, on estimait que c'était nécessaire d'y passer du temps, c'était justifié. Après, il y avait certains bémols. C'est une revue qui n'est présente que 4 fois par an en librairie, qui peut être jugée peut-être un peu lourde, même si certaines personnes le déplacent dans leur tote bag. Ouais. Et puis, envie donc de plus de mobilité, de plus de fréquence de rendez-vous, et puis quelquefois carrément envie de plus long. Ouais. Voilà. Donc on s'est dit, on allait être plus présent en librairie sous forme plus légère, plus petite, moins de 10 €, avec un seul reportage vendu à l'unité 4 à 6 fois par an, sous forme de livres, de caisse, des livres de gare. Vous voyez, comme on dit, un petit peu, c'est dans cet esprit-là. Très joli, très qualitatif. Chaque long reportage confié à un journaliste ou un écrivain, on pourra y revenir, est suivi d'un entretien avec un chercheur. Et c'est justement là où vous redonnez ces lettres de noblesse à l'enquête, à l'investigation, où on y plonge comme finalement le journaliste ou la journaliste à l'origine de l'enquête y a plongé avec passion, avec envie. Exemple tout de suite avec l'enquête de Pierre Carré, mais qui a piqué Valérie? Ce sera disponible, pas je crois sur la parution de ce 8 mars, mais en avril, pour le roman, l'enquête littéraire de Pierre Carré. On regarde tout de suite. C'est l'histoire d'un fait divers qui vous glace le sang et qui vous aspire une micro-goutte. La victime s'appelle Valérie, elle a 50 ans, elle est institutrice. Le lieu du crime, c'est un jardin à l'ouest de la ville de Montauban. Quant au suspect, c'est un moustique, un gros moustique qui sème la panique. À Montauban, comme dans de nombreuses régions, on ne peut plus sortir tranquillement dans le jardin, on ne peut plus partir en balade. Depuis 2 ou 3 ans, les moustiques attaquent. Nuit et jour, ils sont partout. La question des moustiques est plus sérieuse qu'elle en a l'air. Alors, j'ai enquêté. Pourquoi sont-ils de plus en plus nombreux? Peuvent-ils propager des maladies? Et surtout, comment s'en protéger? J'ai collecté de nombreux indices sur les lieux du drame, interrogé de multiples témoins. Et surprise, derrière l'intrusion de ce mystérieux moustique, il y a un dossier pour le moins insoupçonné, une mystérieuse affaire de projet immobilier. Mais qui a piqué Valérie? Et pour le découvrir, c'est là, à partir du mois d'avril pour l'enquête de Pierre Carré, à partir de ce 8 mars pour d'autres titres, notamment apparaître dans cette collection 21 bis. Elsa, qu'est-ce qui fait d'une information une bonne enquête ? Alors, bonne enquête, bon reportage, on est un petit peu sur la crête chez 21. On a coutume de dire que nous partons d'une histoire. Voilà, la spécificité de 21, c'est le terrain, l'incarnation, contrairement à de la presse plus magazine. Voilà. Donc on a l'obligation, la nécessité de partir d'une histoire. Mais on dit aussi qu'il n'y a pas forcément nécessité de partir d'une histoire extraordinaire. On n'a pas besoin d'un assassinat, on n'a pas besoin d'un truc très
spectaculaire, mais il faut que le journaliste soit un peu habité par cette histoire et se dise, après le départ de la meute journalistique, moi je sens que quelque chose est à creuser. Moi, je vais y rester 6 mois, 1 an, bon, pas à plein temps, mais y revenir parce que je sens que les gens que j'ai rencontrés ont quelque chose à dire et que ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a dessous, derrière, à côté. C'est finalement ce qui va nous permettre là aussi, je reprends cette expression, mais de redonner ses noblesses au temps long dans l'information. Oui, il y a le breaking news, oui, il y a les chaînes d'infos, oui, il y a l'instantanéité sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi une autre qualité de l'information quand on prend le temps de la creuser, d'aller justement donner autant d'incarnations de la vérité que de personnages qui illustrent justement cette information. L'idée, c'est de nous proposer aussi une autre temporalité de l'information. Tout à fait. Par nécessité, nous ne sommes pas suffisamment présents tous les jours pour pouvoir couvrir. Et puis je pense qu'il y a suffisamment de monde, chacun son rôle. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la tendance de fond et la ligne éditoriale qui est en train un petit peu de se préciser, puisque nous sommes une nouvelle équipe, donc forcément on y met un petit peu notre patte. C'est de se dire, puisque les lecteurs m'ont dit ça aussi, hein, beaucoup dans le questionnaire, vous êtes sympa, mais vous êtes un peu plombant. Vous n'êtes pas les seuls. Mais vous n'êtes pas très drôles, les amis, s'il vous plaît. Un peu pessimiste. Enfin, ce sont des histoires dures qu'on raconte. Ouais. En revanche, continuez à nous informer du monde tel qu'il est. Comment ça se passe, les situations géopolitiques. Donc, j'ai un peu soumis aux différents lecteurs que j'ai eu la chance d'avoir en ligne le paradoxe apparent. Soyez moins plombants et en même temps continuez à nous informer du monde tel qu'il est. Et la résolution de ce paradoxe apparent, c'est OK, continuez à nous dire ce qui va mal, mais ne nous laissez pas impuissants. D'accord. Ce qui est très intéressant, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément victime-bourreau et débrouillez-vous avec ça, mais l'état des lieux, dans plusieurs domaines, on le connaît. Maintenant, ce que les protagonistes en font, on le connaît moins. Donc on va aller vers des histoires qui seront toujours les mêmes, mais en s'efforçant d'angler vers des problématiques d'action, de transmission. D'où la partie aussi d'entretien avec un expert, un chercheur en fin de mini-enquête roman. Tout à fait. Il y a vraiment une démarche de rendre le lecteur acteur ce qu'il veut, de ses engagements, de ses pensées et de ses actions, mais peut-être de quitter aussi une posture un peu surplombante quelquefois. Débrouillez-vous avec cette info. Allez, voilà, vous déprimez tout seul dans votre coin. Ou voilà, il y a un petit côté quand même comme ça. Qu'est-ce qu'on fait de l'information qu'on reçoit? À quel moment on la reçoit? Ça rejoint le questionnement de la formation et dans l'enseignement. Pourquoi divulguer et relayer cette info? À quoi va-t-elle permettre de servir? Nous, on n'est pas là pour que les gens s'encartent ou signent une pétition. C'est pas du tout. Mais c'est simplement qu'il y a une dynamique de construction de la société qui est la nôtre, fort de ses connaissances, puisque les lecteurs nous disent aussi, quand j'ai lu un article sur un sujet chez vous, je peux en parler en dîner, je peux en parler autour de moi, je photocopie, alors on en comme ça, je photocopie l'article, je photocopie l'article et je le donne et je le fais circuler. Donc ça, pour nous, c'est extrêmement intéressant, sachant qu'on a identifié 2 types de lecteurs suite à ces enquêtes. Un lecteur peut-être plus attendu, je ne sais pas auquel vous pensez, le lecteur de 21. C'est un lecteur de Télérama plus. Je n'ai rien contre Télérama au demeurant. Il y a des gens très bien qui travaillent pour cette rédaction. Mais... Voilà, un peu CSP+, Radio France, podcast, déjà abonné. Voilà, plutôt France Culture d'ailleurs, effectivement déjà abonné. Il y a de très bonnes émissions sur France Culture. Ah ben moi je suis à fond dans la cible. Mais il y a également un lectorat peut-être plus inattendu, moins nombreux, qui déclare, en tout cas ne s'informer que via 21. Alors, peut-être que c'est du déclaratif qu'on ne se rend pas compte, mais et qui est un peu méfiant vis-à-vis des médias et qui nous lit parce qu'il n'y a pas de pub, qu'on n'appartient à aucun grand groupe et qu'on passe du temps. Donc là, on a une responsabilité importante. Et là, il y a des jeunes. Alors, pas des adolescents, plutôt 25 ans, et qui trouvent la revue belle aussi esthétiquement. Pour eux, c'est important. Il y a un petit côté, c'est à nous, c'est à notre communauté, cette revue, peut-être pas hyper grand public, pas... Enfin, il y a un petit côté anti-système dans la revue qui plaît pas mal aux jeunes. Donc il y a aussi un choix, parce que l'information, les titres qu'on va adopter dans sa pratique justement informationnelle au quotidien, ça va aussi être un marqueur social, une appartenance d'une communauté d'idées dont on veut faire partie ou pas. Tout à fait, ça fait partie des leviers pour lesquels on achète une revue. On montre qu'on... Et alors aujourd'hui, à l'heure des communautés très fermées sur les réseaux sociaux, encore plus. Et nous étions étonnés effectivement de constater qu'il y avait une part de jeunes lecteurs
pour qui ça a joué ce rôle-là d'appartenance. Moi, je sais, je connais l'envers du décor, je connais les tendances un peu de fond. Vous êtes sur l'écume de l'actualité et vous ne vous rendez pas compte. Gaël. Ça me rappelle une phrase, malheureusement décédée, de Jean-Christophe Victor du Dessous des cartes sur Arte, qui me disait régulièrement, Gaël, tu sais, il faut que tu apprennes à distinguer ce qui est urgent de ce qui est important. Une chaîne d'actualité d'infos en continu, de magazines, achète des magazines, achète des enquêtes. Et en fait, depuis, il est parti, malheureusement, mais c'est des paroles qui sont restées dans mon cœur et que j'essaie de transmettre d'ailleurs aux jeunes qui m'entourent, qui sont très, très portés justement sur ces chaînes d'infos en continu, qui parfois disent parfois qu'ils sont dégoûtés, mais en même temps qu'ils sont en permanence branchés dessus. C'est très intéressant d'avoir ce type d'enquête. En fait, c'est d'ailleurs une des recommandations des Nations Unies sur le Global Assessment Report, sur la gestion de crise. C'est la deuxième priorité des Nations Unies, c'est de comprendre les mécanismes mentaux à l'œuvre dans la prise de décision des personnes qui vont être soumises à une crise, à une catastrophe, à un incident. Et donc, sur des sujets complexes, c'est important en fait que ces personnes puissent être éclairées par des ouvrages comme ceux-là et qu'ils puissent prendre les bonnes décisions au moment où eux-mêmes se retrouvent confrontés à des situations qu'ils auraient pu lire dans les enquêtes. Avoir une carte et une grille de lecture de la compréhension du monde, on l'a grâce à la revue 21, soit en trimestriel, en effet, dans toutes les bonnes librairies, dans les kiosques aussi, et à partir justement de ce 8 mars, la version enquête, roman, à pouvoir collectionner littéralement avec 21 bis. Merci infiniment Elsa Feiner d'être venue nous parler de cette revue et de ces romans. Merci comme toujours à Gaël Musquet pour ses idées derrière la tech. Gaël, tu vas m'en vouloir parce que vendredi, on va justement parler du dessous des cartes avec un concours formidable. Ça s'appelle le concours Carto. Mais tu seras pas là. Pas grave, tu reviendras la semaine prochaine, évidemment. Nous, on se retrouve dès demain pour d'autres aventures dans l'école du futur.